Oui, mais regarde, la Terre est peuplée par plus de 6 milliards d'habitants, soit environ, 2 milliards d'enfants. Alors, le Père Noël ne livre des cadeaux qu'aux enfants chrétiens. Pour les autres, on ne sait pas. Donc, on compte à peu près, 375 millions d'enfants en tout. Statistiquement, dans le monde, il y a environ 3 enfants et demi par foyer. Dans la nuit du 24 décembre, le Père Noël doit donc visiter près de 100 millions de maisons en une nuit. J'ai fait le calcul. Il doit donc visiter 1000 domiciles par seconde. Alors évidemment, il doit faire très vite. Sortir du traîneau, tomber dans la cheminée, déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël, manger le casse-croûte parfois, et puis remonter dans la cheminée, grimper dans le traîneau et se mettre en route vers la prochaine maison. Bon, maintenant, si on place une distance d'à peu près 3 km entre chaque foyer, le Père Noël doit donc parcourir, la nuit du 24 décembre, 320 millions de kilomètres. Et pour que ce surhomme puisse parcourir 320 millions de kilomètres en une nuit, il doit donc se déplacer à 2800 km par seconde. C'est 10 000 fois la vitesse du son. C'est pas mal, hein? Alors, mettons que chaque enfant reçoive un cadeau qui pèse à peu près 1 kg. Les rennes volants, ils doivent tirer une charge de 375 000 tonnes. 10 fois le Titanic, 10 fois le poids du Titanic, 375 000 tonnes de cadeaux à la vitesse de 2800 km par seconde. Ouais. Dans la vraie vie et à cette vitesse, évidemment, l'attelage entier du Père Noël serait carbonisé en 1 seconde. Oh, la douce nuit de Noël! Mais alors, vous allez me dire, mais où est la magie de Noël? L'ambiance fraternelle, l'ambiance familiale, le sourire sur les lèvres des enfants, le 25 décembre au petit matin? C'est pour ça qu'il faut croire au Père Noël. Et ma modeste contribution à cette magie, c'est de déposer moi-même ce cadeau au pied du sapin. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition TV Image 48. Au sommaire de cette édition, du théâtre, de l'histoire, du temps et de la cuisine. Quand vous vous dites quel temps fait-il, vous pensez météo, température, soleil ou bien pluie. Et quand vous dites j'ai pas le temps, vous pensez heure, montre, horloge. J'en connais qui ont pris le temps de s'occuper du temps. L'édifice constitué par le pont et la tour de l'horloge tient une place importante dans le cœur et dans la vie des habitants du pont de Montvert. Historiquement, le bourg du pont doit sa situation à l'existence d'un gué qui était situé sur la draille du Bougès, qui a été ensuite remplacé par ce pont et une tour qui était à l'origine un octroi, une tour de péage. Le Tarn faisant la séparation entre le diocèse de Mende et le diocèse d'Anduze. Après la Révolution, le péage a été supprimé, mais la tour a subsisté. Elle a malheureusement été détruite à l'époque, dans les années 1830, 1820-1830 par de Cru, et elle fut reconstruite en 1832. Lors de sa reconstruction, la destination de cet édifice était une prison, et l'installation d'une horloge. L'horloge a été remplacée, son mécanisme a certainement été remplacé puisque le mécanisme existant aujourd'hui date de 1878. Nous avons donc engagé une restauration de ce mécanisme de l'horloge en collaboration avec le lycée professionnel Léonard de Vinci de Marseille. Cette opération, cette collaboration nous permet de rendre au Pontois un mécanisme fonctionnant bien. Nous avions jusqu'à présent des difficultés à exécuter les réparations. Mais nous allons profiter de l'opportunité de cette réparation du mécanisme et de la libération donc de la tour pour engager des travaux de restauration. Notre objectif est d'essayer, si possible, de rendre l'intérieur visitable
et de venir admirer le mécanisme, ce mécanisme qui est vraiment très intéressant, et puis pourquoi pas aussi utiliser l'intérieur de cette tour pour des expositions ou d'autres manifestations. Lors d'un conseil municipal, il a été décidé de la rénovation et restauration de l'horloge du pont de Montvert. Et donc, nous avions engagé des recherches pour établir des devis pour justement la dite restauration. Et donc, on a vu que quand on a reçu ces devis, les réparations étaient non seulement onéreuses, mais ne permettaient pas aussi de conserver en son jus l'horloge. Donc, nous avions donc cette problématique, et donc j'ai sollicité le nouveau maire du pont de Montvert, Alain Jaffard, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, pour savoir s'il me permettait de prendre contact avec un ami, Roland Plantin, qui était professeur d'horlogerie au lycée Léonard de Vinci de Marseille. Oui, lorsque tu m'as sollicité pour ce projet de restauration, j'ai vu là l'occasion formidable de proposer un projet pédagogique à mes élèves. J'en ai parlé à mon chef d'établissement, monsieur Jean-Marc Giner, qui a vu là aussi une belle idée. Hein. Cette horloge, après l'avoir examinée, je l'ai trouvée superbe. C'est une horloge qui date de 1878, qui a été fabriquée par une manufacture très connue. Hein. C'est la manufacture Paul Audobé, à Moret plus exactement. Et donc, voilà, nous allons, avec nos élèves, nous pencher sur sa petite maladie, qui n'en est pas une grande, mais bon, on va la restaurer et puis faire en sorte qu'elle fasse résonner à nouveau le son de sa cloche dans la vallée du pont de Montvert. Le mouvement d'horloge est déjà à Marseille. Hein. Il a été descendu délicatement de son site, d'ailleurs grâce au concours d'une entreprise floracoise, Cévennes Évasion, pour lesquels il est important de leur apporter notre remerciement, puisque c'est bénévolement que cette manœuvre a été effectuée. Quand on sait qu'en général, un mouvement de pendule comme celui-ci n'est jamais descendu dans son état, hein, et au risque d'endommager les pièces, grâce à son concours, on a pu la descendre avec beaucoup de sécurité et ainsi transporter le mouvement d'horloge dans les ateliers du lycée pour que les élèves puissent procéder à son démontage et ainsi qu'à son repérage des pièces. Alors, l'horloge aujourd'hui est complètement démontée. On va de toute manière tenir au courant la population pontoise de l'avancée des travaux grâce aux sites sur lesquels nous allons périodiquement publier des photos, des vidéos, etc. Les élèves sont très enthousiastes, bien sûr, vous l'imaginez. Travailler sur une pièce comme celle-ci, c'est pas toutes les promotions qui vont pouvoir avoir ce privilège, ils en sont conscients. Il faut savoir aussi que tous les travaux effectués sur cette horloge seront effectués par des élèves. Il n'y aura jamais la main d'un professeur, si ce n'est les conseils avisés, mais tous les travaux seront effectués par leurs soins. Et donc, début du mois de juillet, nous serons heureux, avec quelques volontaires, de venir replacer cette horloge et la mettre en fonctionnement. Voilà. Je prendrai le temps de vous en parler de temps en temps. Il y a de grands théâtres. Il y a du théâtre pour les grands et aussi du théâtre pour les petits. Nous sommes allés voir une pièce de théâtre pour les tout petits. Je m'appelle Greta, j'ai 6 ans. Alors l'idée de ce spectacle, Grande Dame, c'est de se servir de la danse contemporaine et de l'expression dansée et de l'expression de la marionnette pour parler d'une grande question qui est l'acceptation. Voilà, donc c'est une petite fille qui s'appelle Grida, qui va rencontrer une difficulté à se regarder dans le miroir
le grand miroir. Et elle va cheminer tout au long du spectacle, s'inventer un monde, un ami pataclique, une sorte de zèbre imaginaire, un hibou imaginaire qui représente toutes ses peurs. Et elle avance dans son imaginaire et elle danse jusqu'à ce qu'elle trouve le courage comme une petite voix intérieure qui l'amène vers l'acceptation. C'est un moment que j'aime mettre en place parce que, notamment avec les enfants petits, il y a des choses qui se passent en plus à la fin avec la possibilité de me retranscrire ce qu'ils ont ressenti et de me poser des questions sur ce qu'ils ont vu. Ils réassoient des choses en eux. Voilà, j'aime bien recevoir leurs sentiments et essayer d'éclairer là où ils n'ont pas forcément compris. En même temps, c'est un spectacle où je trouve que ce qu'ils comprennent, ils l'infusent à des endroits, et s'ils ne comprennent pas tout, je ne trouve pas ça grave, parce qu'ils reçoivent toute la poésie, la danse, et à d'autres endroits, ça leur parle. En Lozère, 3 villes ont été choisies pour commémorer le centenaire de la guerre 14-18. Villefort, Mende et Florac. Et à Florac, ils se sont déjà mis au travail et ils ont appris plein de choses. J'ai appris que les soldats français, on les appelait les poilus parce qu'ils étaient courageux. J'ai appris que dans les pires conditions, pour dormir, les poilus, ils se couvraient avec des cadavres. J'ai appris que ceux qui ne voulaient pas aller à l'abattoir, on les appelait les mutins et ils se faisaient fusiller par leur propre camp. J'ai appris que les femmes faisaient le travail des hommes pendant la Première Guerre mondiale. Les Français et les Allemands, ils avaient des chiens pour attraper les rats. Les généraux, ils étaient tranquilles, en train de boire le thé avec les autres généraux. J'ai retenu que parfois les obus n'éclataient pas. J'ai appris que la guerre, elle avait été catastrophique. Il y avait partout des trous de bombes et partout des trous d'obus. L'école publique Suzette Agulon va s'engager dans un grand projet qui est la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Ce grand projet a débuté depuis le mois de septembre et se poursuivra jusqu'au 11 novembre 2014. Il se décline en plusieurs thématiques, notamment la création d'un chemin de mémoire et de paix au parc Paul-Arnal, où 6 poilus de Florac, morts pour la France, seront associés à un arbre. Ce sentier de mémoire et de paix se clôturera en principe au 11 novembre 2014. Ensuite, les élèves de l'école publique vont également travailler sur la chanson française au début du XXe siècle. Tout ça piloté par l'école départementale de musique
Également, nous aurons un volet artistique avec Gaël Simonet pour la confection donc, des panneaux, mais aussi une exposition qui relate, je dirais, la Première Guerre mondiale. Et enfin, nous travaillerons aussi avec Laurence Plantin, qui est la conseillère principale d'éducation du Collège des Trois-Vallées, et nous allons élaborer une pièce de théâtre qui relate en fait les différentes phases de ce conflit. Toutes ces phases préparatoires de ce projet de commémoration du centenaire de la Grande Guerre seront donc appuyées et financées par le Conseil général de la Lozère, par la municipalité de Florac, par l'Office national des anciens combattants et notamment avec son directeur David Davachi, par la communauté de communes Tarn-et-Tarnon, ainsi que les élus, notamment le conseiller général de Florac, M. Alain Argilier, ainsi que monsieur le sénateur maire de Mende, Alain Bertrand, et le député de la Lozère, Pierre Morel-Lucie. Alors là, un sujet sérieux qui nous concerne tous. Depuis la loi 1243 bis sur les impôts, vous... oui. Ah, la mairie en duplex? Ah, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, je sais pas là, D'accord. J'ai reçu un courrier d'une société, donc je vais vous lire le contenu et je pense qu'à la suite de cela, je vais demander des explications pour savoir ce qu'il en est. Alors tout d'abord, je vais vous lire le courrier qui m'a été envoyé de Jolipuki Fabrique, Laponie. Dear Mr. Maire, la International Climate Award a fait une internationale étude sur le réchauffement du climat et sans appel et leurs conclusions. Notre région subit avec le fouet un réchauffement pas tolérable et nous avoir obligation de porter ailleurs nos fabriques car il nous faut grand froid. Après 2 ans de recherche climatique, la International Climate Award a désigné Florac comme la plus froide ville du monde. Aussi, nous envisageons de construire une usine chez vous. Cette construction sera terminée fin juillet 2014. Pour cela, nous enverrons à vous 745 ouvriers pour nécessaire fabrication. À chiffrer mois d'août plein régime, fabrication avec plus de 3000 ouvriers. Donc je pense que les commerçants seront satisfaits. C'est possible for you de recevoir tout ce monde dans votre belle cité. Nos personnels recherchent beaucoup de maisons et beaucoup de distractions et beaucoup de nourriture. Ce que nous fabriquons doit être expédié par Express Worldline dans le décembre 2014-25. D'avance, merci grand à vous pour nous recevoir. Salutations de Jolipuki. Voilà le courrier que j'ai reçu et je pense que cela est souhaitable pour la ville de Florac, pour le développement économique prochain dans les années 2014-2025. Je vous remercie. Monsieur le maire, nous avons les informations. Jolipuki Fabrique est le numéro 1 mondial de la fabrication des jouets. 300 000 milliards de chiffre d'affaires. Jolipuki, en finlandais, veut dire Père Noël. Ah bon? Vous le savez, ce n'est pas facile de découper de la volaille à blanc. Ça ne veut pas dire découper la bête vivante non plus. Nous avons Martial Paulet qui va nous donner quelques bons conseils accompagnés d'une bonne recette. Donc nous allons faire une ballotine de volaille fermière donc au marron des Cévennes, ballotine fermière de poulet de la ferme de Montbrun. Voilà, que nous allons travailler en ballotine. Alors le découpage du poulet, donc on va faire un découpage qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire qu'il va falloir lever les filets de poulet et ensuite lever les cuisses. Et bien sûr, donc on va désosser aussi les cuisses et on va garder les carcasses pour faire après un fond brun de volaille. Donc pour prendre la cuisse, pour lever la cuisse, on met le couteau comme ça, on met un coup de couteau ici. Là il n'y a pas d'os, ici jusque là. Ce qu'il y a, c'est qu'ici on a une partie qu'on appelle le solilès. Ça s'écrit le solilès, c'est-à-dire que le bête le laisse, tout simplement. Donc on l'enlève ici comme ça. Vous mettez un coup comme ça, ça déjointe tout seul. Ici, donc là vous voyez, c'est déjointé. On met un coup de couteau en suivant. Vous avez votre première cuisse qui est levée. Voilà, deuxième cuisse. Ensuite, pour le blanc, on tire la peau comme ça. Donc on met un petit coup de couteau comme ça vous avez déjà votre paire.
Ici, il y a ce qu'on appelle la fourchette. Donc on passe de chaque côté. On rentre bien le couteau à l'intérieur pour prendre le maximum de chair, pour ne pas en laisser justement dedans. La cuisse à plat, on suit l'os. Donc là, on met un coup de couteau. Donc là, on passe sur l'os. Pareil, un coup de chaque côté. Après, la petite opération délicate, elle est ici, où il faut arriver à passer dessous. Voilà. On se retrouve avec la cuisse à plat. Alors pour le fond brun de volaille, c'est tout simple, il vous suffit ou de faire revenir vos carcasses donc dans une casserole pour bien les faire colorer. On va dire qu'aux 3/4 à peu près de la coloration, on va rajouter la garniture aromatique, c'est-à-dire les carottes et oignons. On les met à ce moment-là, bien sûr, pour pas que ça brûle, sinon vous risquez de brûler donc vos oignons et vos légumes. Donc on laisse bien revenir pour bien que tous les sucs se prennent dans votre casserole. Et à la bonne coloration, on arrête donc la cuisson. Donc on va préparer la mousseline de volaille qui va aller à l'intérieur de la ballotine. Pour ce faire, il faut prendre donc les blancs de poulet sur lesquels on enlève donc la peau. Ensuite, on enlève un petit peu les quelques nerfs et on va prélever donc ces volailles pour faire un mix. Donc pour mixer, on va mixer le blanc de volaille au mixeur. On va rajouter en premier du blanc d'œuf et ensuite la crème en dernier, bien sûr, parce que si vous la rajoutez au tout début, vous risquez de monter votre crème en beurre. Donc à ceci, on ajoute le sel et le poivre. Et voilà, notre mousseline est prête, il ne restera plus qu'à rajouter les marrons. Nous allons faire donc la ballotine de volaille. Pour ce faire, on va prendre les filets ainsi que les cuisses que je vais vous conseiller donc d'aplatir entre 2 feuilles de papier film. Donc vous pouvez utiliser pour ceci une casserole ou alors on va dire une feuille, ce qu'on appelle une feuille en cuisine, pour vous aider donc à aplatir les filets et les cuisses. Ensuite, on va terminer notre farce mousseline dans laquelle on va rajouter les marrons hachés grossièrement. Donc on mélange tout ceci et on va en étaler un petit peu sur nos cuisses et nos filets. Donc ensuite, nous allons rouler nos ballotines dans du papier film. Donc c'est très simple, déjà on commence à lui donner la forme d'une ballotine, c'est-à-dire d'un cylindre, et après on roule comme si on faisait un bonbon et on le passe plusieurs fois en faisant un nœud à chaque extrémité, et il faut donc que notre ballotine soit bien ferme pour la cuisson. Pour la cuisson, vous allez utiliser donc une casserole d'eau chaude, on va dire à eau frémissante. Donc vous allez laisser cuire les cuisses 1h30, car les cuisses mettent un peu plus de temps à cuire. Et pendant 1h15, vous allez mettre vos filets de poulet, donc eau frémissante, 1h15 et 1h30. Donc pour accompagner la ballotine de volaille fermière, je vous propose d'accompagner ceci avec une purée de topinambour, avec par exemple du chou rouge braisé. Vous pouvez également mettre des châtaignes, même si c'est farci à la châtaigne, ou pourquoi pas une poêlée de cèpe avec des pommes de terre. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et puis passez de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une bonne année. Après le marché de Noël qui a été une réussite, n'oubliez pas que les petits lutins vont encore sévir dans Florac jusqu'à la Noël. Voilà, cette édition est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop. Non, coupez. Mangez beaucoup, buvez beaucoup. Après tout,
c'est Noël. Je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.